Donc, sans plus tarder, j'aimerais demander le soutien euh, de ces chers messieurs et madame. Est-ce qu'ils peuvent m'aider à déjà expliquer c'est quoi la liberté et c'est quoi la gouvernance et c'est quoi l'Internet? Moi, je pense que je connais l'Internet, mais je connais ni gouvernance ni liberté. Et je ne sais pas quel est l'expert. Peut-être qu'ils vont profiter pour se présenter. Donc, qui veut se jeter à l'eau? Bonjour à toutes et à tous. Ibrahim Soukandi de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal. Donc, je viens participer à ce sommet en fait pour la première fois. Donc, sur la notion de liberté, de gouvernance et d'Internet, on a eu quand même depuis une dizaine d'années à travailler en fait sur la thématique de la gouvernance d'Internet avec des structures comme ICANN, Afrinic, avec également des structures au Sénégal comme ISOC ou bien l'ANIC Sénégal. Donc sur la gouvernance, c'est je dirais en fait un mode de gestion participative de l'Internet avec les différentes structures, donc ce qu'on appelle en fait une gestion multisectorielle. L'exemple que je peux donner, c'est tout dernièrement le lancement du point d'échange Internet au Sénégal. Il y a eu un ensemble d'acteurs, du privé, du public, de la société civile, et également d'autres acteurs en fait, qui ont participé à l'édification de ce projet qui avait été lancé en 2017. Sur la notion de liberté, je pense que c'est le libre choix pour chacun de pouvoir se connecter en tout temps, en toute heure. Et je dirais en fait la notion de l'Internet partout et pour tous. Dans certains pays, ce qu'on note, c'est peut-être un manque de connectivité. Ce qu'on note également, c'est une absence même de connexion un peu partout à travers le territoire. Donc ça, je me dis qu'on restreint un peu la liberté par rapport à ce choix. D'autant plus que dans, je pense, une réunion des Nations Unies, je pense que l'accès à Internet, je pense qu'on l'a défini maintenant comme une liberté fondamentale. Donc chez nous, quand même, on a essayé depuis quelques années de travailler sur un libre accès pour tous, de travailler également sur une bonne connectivité à travers le territoire, aussi bien en fait que tu sois à Dakar ou bien à l'intérieur du Sénégal, tu es bien connecté. L'autre chose également, c'est par rapport au contenu, donc un libre choix pour tous. Donc on va essayer quand même au fur et à mesure des débats de revenir un peu en profondeur sur ça. Merci beaucoup. Merci, M. Kandji. Donc, pour rappel, M. Kandji nous vient du Sénégal, moi-même étant du même pays que M. Kandji, et travaille pour l'autorité de régulation des télécommunications, je ne sais pas si c'est bien ça, et des postes. Pendant, je dirais en fait, en Côte d'Ivoire, c'est l'ARTCI. Vous voyez, donc l'autorité de régulation des communications électroniques, ici, l'ARTCI. Au Sénégal, c'est l'ARTP, au Burkina, c'est l'ARCEP. Mais les missions et les rôles, en fait, sont définis par un cadre global, et puis nous partageons un écosystème sur le plan juridique. Et tout à l'heure, en fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait parlé de la zone CEMAC par rapport à la zone UEMOA. Donc, si on essaie de comparer en fait les différentes zones, on voit que les structures qui sont dans la zone UEMOA sont en avance. Merci. Merci encore, M. Kandji. Donc, sans plus tarder, nous allons toujours demander à nos hôtes de se présenter et d'en profiter pour nous expliquer qu'est-ce que c'est la liberté, la gouvernance et l'Internet, selon vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Allô? C'est bon? Merci beaucoup. Je suis Arsène Tungali. Je viens de la RDC. Je voudrais peut-être dire comme quelqu'un d'autre là, je suis africain d'origine congolaise.
Et voilà. Alors, je travaille pour une structure de la société civile, une ONG qui s'appelle Rudi International, où nous travaillons, nous disons toujours que nous travaillons à l'intersection des droits de l'homme et de la technologie. Je suis un acteur de la gouvernance de l'Internet et donc on est à cheval des droits de l'homme et de la technologie. Alors, les libertés, la gouvernance de l'Internet et l'Internet. Je n'ai pas de dictionnaire avec moi et donc je vais y aller peut-être de manière plus pratique de la manière dont personnellement je comprends ces différents concepts ici. Quand on parle de liberté, moi j'oppose ça déjà à la privation. On parle de liberté, j'oppose ça au fait d'être enchaîné. Alors quelqu'un dira qu'il est libre lorsqu'il n'est pas enchaîné, lorsqu'il n'est pas sujet à certaines privations. C'est comme ça que je pourrais définir de manière très simple la liberté. Alors la liberté dans le contexte de l'Internet, parce que nous parlons de l'Internet, ce serait cette facilité ou cette capacité à accéder à Internet sans barrière, sans limite. Et les barrières peuvent être nombreuses. Les barrières, soit celles qui sont imposées par la situation économique, dont tu n'as pas d'argent parce qu'Internet ça coûte, tu ne sais pas y accéder. La liberté peut aussi être brisée lorsque les autorités, le gouvernement en l'occurrence, se décident, n'est-ce pas, de couper Internet, se décident de mettre en place certaines barrières qui empêchent les utilisateurs à pouvoir avoir accès à Internet. Et donc, lorsque toutes ces barrières sont mises en place, les citoyens ou l'utilisateur dira qu'il n'est plus libre, donc il y a une certaine privation de liberté. Alors la gouvernance de l'Internet, il y a toute une définition qui est en train d'évoluer depuis l'agenda de Tunis jusqu'à aujourd'hui, une certaine définition formelle. Mais pour moi, comme le collègue l'a dit, c'est cette possibilité pour les différentes parties prenantes de se mettre ensemble, de décider sur le présent et l'avenir de l'Internet. Et donc les différentes parties prenantes, il y a d'un côté le gouvernement, il y a de l'autre côté la société civile, il y a le secteur privé, il y a de l'autre côté les universités. Si chacun joue son rôle, on peut espérer avoir un Internet stable, sûr et accessible. Alors Internet, la définition classique, n'est-ce pas, le réseau des réseaux. Alors voilà, le réseau des réseaux. Merci beaucoup. Merci encore. Rosebel, did you hear us? Yes, I did. Thank Okay, you. I did not need to repeat. No. Allez, please, go ahead. Thank you so much. I would like to reflect on freedom. I am an editor of a platform called AfricanFeminism.com, where we work with African feminist writers to document daily stories of African women and people of gender diverse communities. So for me, reflecting on freedom, I would like to quote one of my favorite people, Nina Simone. She said, freedom means no fear. So if you're truly free, there should be no fear. And in this context, fear can come from different corners. It could be from the government, it could be from the society, it could be from organized groups, it could be from individuals. So it's very important to understand when you're seeking that freedom on the internet and in accessing the internet, where the threat to that freedom comes from. That's how I would look at it. In terms of, but also this kind of fear that we're talking about is both financial, we talk about financial freedom, so if you have no financial freedom, you are not going to access the internet. So we have to look at freedom when we think about internet and governance. We also look at this could be physical, psychological, in terms of threats and where fear originates from. So where you have either government or individuals threatening you as a person online and affecting your internet access or how you utilize the internet. So that is, for me, what I would like to reflect on governance and freedom. Thank you. Thank you again, Rosebel. Comme elle l'a dit, hein, je pense que la liberté, c'est une chose importante et que Nena, hier, avec son show, nous a rappelé que nous tous, on était impactés et qu'au quotidien, allant sur Internet, ce n'est pas une chose facile de nos jours. On voudrait savoir qu'est-ce qui se fait du côté des régulateurs, du côté de l'État. Monsieur Kandi,
l'Afrique, depuis combien d'années on réfléchit sur ces problématiques? Je vais toujours prendre en fait l'exemple du Sénégal. La première connexion Internet au Sénégal, ça remonte en 1981. Et c'est l'ancêtre même de l'IRD qui avait aidé à connecter dans un premier temps par messagerie. 10 ans plus tard, des universitaires sénégalais, avec également des ONG comme Enda Tiers-Monde, ont commencé à travailler sur cette problématique, en fait, sur Internet, pour souligner en fait le rôle éminemment important des universitaires et des centres de recherche. Par la suite, quelques années plus tard, il y a eu l'ouverture, c'est-à-dire l'opérateur historique qui a été privatisé par l'État du Sénégal, Sonatel, France Télécom qui prend, je pense, 42% des parts de la société nationale. Donc à partir de là, ils commencent à travailler sur la formation, sur un investissement, sur le maillage du territoire à travers l'infrastructure télécom à l'époque. Et à partir de là, il y a des organismes internationaux qui ont commencé à accompagner des pays comme le Sénégal. C'est le cas, par exemple, de toutes ces structures en fait, qui gèrent le registre sur Internet. C'est le cas, par exemple, je ne sais pas si ça existait à l'époque, c'est le cas, par exemple, des AFNOC, c'est le cas également des NIC, c'est le cas également d'Afrinic, c'est le cas également de ICANN et consorts. Donc, à partir de là, l'État du Sénégal a commencé à s'organiser à travers le ministère des Télécoms et des Postes. L'ARTP du Sénégal a été créée en 2001. 2001, donc l'ARTP a pour mission fondamentale de réguler le secteur des télécommunications. Et dans le secteur des télécoms, en fait, il y a pas mal de démembrements. Donc, par rapport à Internet, de façon globale, aujourd'hui, ce qu'on note, c'est que ce n'est pas uniquement la RTP qui gère la gouvernance de l'Internet. En fait, la gouvernance de l'Internet au Sénégal est gérée en fait, par des acteurs multisectoriels. Nous, par exemple, ce qu'on gère de façon globale, c'est la partie macro. La partie réglementation, la partie juridique. Il y a d'autres structures, comme l'ADIE aujourd'hui, ils travaillent sur tout ce qui est l'ADIE, en fait, c'est l'Agence de l'informatique de l'État. Ils gèrent la partie infrastructure. Il y a d'autres organismes comme le CNRA. Le CNRA, c'est le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Eux, aujourd'hui, ils gèrent tout ce qui est partie contenu. La CDP, c'est la Commission de gestion des données personnelles. Eux, bon, comme on le dit, en fait, ils gèrent la partie données personnelles. Et il y a également un élément fondamental, c'est le point SN. Au Sénégal, le point SN, c'est géré par l'ESP avec l'ancien INSUT, Alex Corentin, en fait, qui a été en fait l'un des pères même d'Internet au Sénégal. Avec l'agenda de Tunis, en 2005, et je pense 2 ans avant, avec en fait les TDR qui ont été préparés au truc, comment ça s'appelle encore, au sommet de Genève, il y a eu une définition en fait sur une structuration de la gouvernance d'Internet. Le premier point, je pense que je l'ai noté, c'était l'accès ouvert au processus de gouvernance. Et ça permet en fait à différents acteurs d'être dans ce processus de gouvernance-là. Le deuxième point, c'est la sécurité et la stabilité du réseau. On ne peut pas parler d'Internet sans réseau, on ne peut pas parler d'Internet sans qualité de service. Et le troisième point, c'est la gestion responsable des ressources Internet. Et ça me rappelle un peu, je sais, peut-être 5 ans, 10 ans en arrière, en fait, un sujet qui venait à chaque fois sur la raréfaction des ressources IPv4, IPv6 avec Afrinic, qui a eu quand même beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Mais pour vous dire que aujourd'hui, un peu partout, on a cette liberté pour surfer. On a également ce droit d'avoir une bonne qualité de service. On a également ce droit
d'inventer, d'innover, de créer. Tout ça parce qu'en fait, il y a un cadre qui est là et ce cadre, en partie, c'est géré par l'État. Et l'État, à travers différents démembrements qui ont différentes missions, ils aident beaucoup. Le seul problème peut-être, c'est qu'il y a à chaque fois peut-être qu'on n'a pas cette visibilité pour montrer ce que nous faisons. Mais ce sujet, par exemple, sur la gouvernance d'Internet, les gens, depuis presque 15 ans, on en parle. Et aujourd'hui, quand même, je salue l'initiative d'Afribix. Le fait, par exemple, d'aborder ce sujet-là, c'est important. Et j'espère que dans les années à venir, des organismes en fait, comme ICANN, Afrinic ou bien l'ENOC, ils vont quand même les intégrer dans le processus quand même pour un Internet meilleur et pour tous. Merci. Merci, M. Kandji. Donc, d'après ce qu'on comprend, 15 ans, c'est jeune, hein? Internet, c'est vieux depuis combien d'années? Je sais que Internet aux États-Unis, ça remonte, je pense, dans les années 67, 68, comme ça, ou bien peut-être 66. Plus de 50 ans. Et nous, on est à 15 ans. 15 ans. Au Sénégal, 1981. Après, il y a eu une seconde phase à partir de 1989. D'accord. Et de 1989 à 1994, il y a les universitaires qui ont beaucoup aidé, qui ont accompagné. Raison pour laquelle également, jusqu'à aujourd'hui, ils jouent un rôle très important. Et aujourd'hui, la majeure partie de nos instances, des structures, quand même, sont pilotées par d'anciens universitaires. OK. Bon, M. Kandji va défendre le bilan du Sénégal. Je vais me retourner à Arcel. Arcel, est-ce que c'est vrai qu'en Afrique, tout le monde a accès à Internet? Non, sans souci. La réponse rapide, c'est non. La réponse rapide, c'est non à cette question-là. Les chiffres qui nous sont donnés par les institutions qui font le monitoring et tout, nous prouvent que ce n'est pas le cas. Je parle de la RDC, par exemple, où le taux de pénétration de la téléphonie mobile, tout d'abord, il est à moins de 50%, la téléphonie mobile, où le taux de pénétration de l'Internet mobile, il est à moins de 30%. 30% de la population congolaise. Je n'ai pas les chiffres des autres types de connexions par VSAT ou par le Wi-Fi et tout, même par la fibre, mais je parle juste du téléphone. Le nombre de personnes qui ont accès à Internet au travers de leur téléphone, ils sont à moins de 30% selon les chiffres du régulateur congolais, la RPTC, l'autorité de régulation des postes de télécommunications. D'accord. Je ne veux pas te couper, mais si on prend toute l'Afrique, je n'ai pas les chiffres devant moi, hein, je suis censé travailler avec des chiffres, moi, mais l'écran ne nous montre pas de chiffres. Donc, n'hésitez pas, on a un document partagé. Vous pouvez rajouter ces inputs qu'on est en train de dire. Monsieur Kang, n'hésitez pas à rajouter vos inputs de tout à l'heure. N'hésitez pas. En Afrique, on est à plus de 500 millions d'internautes. 500 millions oui, d'internautes. C'est quel pourcentage? Ça fait à peu près 42% de la population. 42%. Et pourquoi je donne ces chiffres? Au Sénégal, on a ce qu'on appelle l'Observatoire des télécoms. Donc, chaque 3 mois, on publie les chiffres en fait, d'Internet, du fixe et du mobile. Le mobile, par exemple, on est à un taux de pénétration de 120 et quelques %. En fait, 120 et quelques %, la population sénégalaise, on est 17 millions et quelques. Il y en a certains qui ont 3 puces. Il y en a d'autres en fait, qui en ont 2. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est ce qui explique en fait 120 %. Pour le taux d'Internet, je pense qu'on est à peu près à une soixantaine de %. Pour le Sénégal. Donc, aujourd'hui également, l'innovation majeure, c'est ça. C'est-à-dire qu'au niveau des données, des structures comme l'ARTP ou bien l'ANSD, c'est-à-dire que l'Agence nationale de statistique, ils se battent pour ça. Et le FMI ou la Banque mondiale, quand ils ont besoin de données, ils viennent chez nous. OK. Monsieur Kandji est très, comment on dit là, une question, elle doit être rajoutée dans le document. Et il y a une rubrique questions, s'il vous plaît. N'hésitez pas à ouvrir le document et à rajouter vos questions. Vous n'avez pas accès au document? Comment ça? Muntaga, c'est le bon lien? Ça ne marche pas? Ah oui? Et personne ne l'a dit depuis tout ce temps? Vous êtes sérieux? Peut-être qu'il y a eu un incident de copier-coller, excusez-moi. Donc, Arcel, le temps qu'on fixe le problème, tu as donné l'exemple
Si on reste dans nos pays, chacun va donner un exemple dans ses pays. Je voudrais qu'on ait une vue globale de l'Afrique, un ressenti global. On est tous des Africains, non? Vous êtes tous de pays différents. N'hésitez pas à ouvrir ce document. On va se débrouiller pour que vous l'ouvriez là, pour que chacun d'entre vous nous partage son ressenti. Parce que c'est une opportunité rêvée d'avoir beaucoup de pays ici et que chacun puisse dire comment va l'Internet ou comment se porte l'Internet dans son pays. Donc en attendant le document qui ne marche pas, je vais juste vous demander, est-ce que tout va bien chez vous? Est-ce que, selon M. Kangui, vous êtes entre 40% de personnes connectées ou moins de 40%? Si vous êtes moins de 40%, vous pouvez lever la main, hein? N'hésitez pas. On a moins de 40% ici, moins de 40% là-bas. OK, 3 personnes dans la salle. Donc tout le reste, vous êtes des Africains et vous avez plus de 40% dans la salle. Ou peut-être qu'ils n'ont pas les chiffres. Niger, oui. Moins. OK, ce serait... Je suis Graba Séverin, 2 entités du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation de la Côte d'Ivoire, mais également président de l'association e-handicap qui représente la communauté des personnes en situation de handicap. Donc quand on a le taux concernant toute la composante de la population, mais il y a la population en situation de handicap qui représente qui a un faible taux d'accessibilité. Donc c'est de ça que je voudrais parler. Donc, voilà. Merci, on va rajouter ça. Mais monsieur nous précisait qu'avant même de parler des Africains, on doit s'attarder sur les handicaps. Madame, de quel pays vous êtes moins ou plus? Je suis de l'Internet, moi. Je ne suis pas d'un pays particulier. Mais puisque le monsieur de l'ATP est là, c'est vraiment important de pousser la réflexion. La fondation Web abrite l'Alliance pour la connectivité à l'Internet et for AI. Et nous menons des recherches au niveau de l'abordabilité et la connectivité dans le monde entier. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Quand on parle de taux de connectivité dans un pays, quels sont les facteurs qu'on utilise pour comptabiliser? Est-ce que c'est taux de couverture? Est-ce que c'est... Il y avait un moment en Côte d'Ivoire ici, je n'étais pas d'accord parce que le gouvernement disait dans un pays de 25, on était à 24 millions à l'époque, on a peut-être 20 millions d'abonnés. Et je me disais non, on ne peut pas avoir 20... Il n'était pas 20 millions d'abonnés, il peut y avoir 20 millions d'abonnements. Mais combien des abonnés uniques avons-nous? Parce qu'on sait que les enfants ne sont pas abonnés. Donc, il y a la couverture géographique, il y a les abonnements, il y a les abonnés. Maintenant, en matière de connectivité à l'Internet, est-ce qu'on utilise les connectés par data de téléphone ou à domicile ou au travail? Mais la question que je dois poser, qui me paraît plus prioritaire, c'est que dans nos recensements généraux de la population, est-ce que nous tendons vers un jour où l'Institut national des statistiques va poser la question des connectivités quand on fait un recensement général? Parce que bon, dans le monde des données, en tout cas, c'est les instituts nationaux, INS pour la Côte d'Ivoire, c'est là que les données viennent. Donc, est-ce que nous allons arriver à un moment où, dans le recensement populaire de la population générale, on met cette question de connectivité, avec quoi vous êtes connecté, quel est le débit avec lequel vous êtes connecté et où êtes-vous connecté? Moi, je pense que c'est là que nous aurons les vraies données. Merci. Merci. Avant que M. Kangui ne réponde, peut-être rappeler que l'adresse URL a changé. N'hésitez pas à ouvrir cette adresse URL. N'hésitez pas à donner le ressenti de vos différents pays, de comment se porte l'Internet, la connectivité. Si vous avez des chiffres complétés dans ce document. Ah, l'adresse a encore changé. Oui, donc vous avez 2 adresses, à vous de choisir ce que vous voulez taper.
Donc, pour rappel, hein, ce panel, vous verrez dans le document, c'est les libertés et la gouvernance de l'Internet. Et on a rajouté quelque chose tout à fait au bout, là. Est-ce que nos États sont un peu dépassés ou pas? Mais parler d'Internet, il y a deux choses qui reviennent. L'accès, c'est ce dont on est en train de parler. Mais ensuite, il y a les libertés. Je voudrais rester avec Rosebel, parce que, Rosebel, j'ai cru comprendre que même si on a accès, on ne peut pas vraiment s'exprimer librement. Donc, on va revenir sur l'accès, mais sur nos libertés sur Internet. Rosebel, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es venu ici, là? Pourquoi tu t'es assis là? Tu es venu défendre les causes de qui, là? Ou de quoi, là? Qui s'est plaint chez toi pour que tu viennes ici nous parler des libertés ou de les défendre? Merci. Ah oui, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on traduit pour toi, hein? Okay, sorry, the translation was a bit behind, so thank you so much. So the last 3 years have been very interesting in Uganda in terms of internet governance and internet freedom. We had an election early this year in January on the 14th, and a few days before the election, internet was slowed down, and the day before the election, all internet was shut down. So we woke up and we couldn't do anything. You can imagine, like, nothing. You couldn't do anything for 5 days. 5 days, including the day of the election, after the election. So we were just on radio and watching TV, if you had a TV, to try to understand what was going on in the country. And this was at the time when we had the worst election, violence election by the state, you know, the state monopolizing violence. In this case, when you have a dictatorship of 35 years. So that was a kind of context we were dealing with. Even when they slowly opened, so after 5 days, they opened the rest of the internet, but social media remained closed for a long time, and we had to use VPNs. Up to now, a lot of Ugandans until recent, I think now, they've been using VPN to access Facebook, because Facebook responded during the election campaign, actually, to block certain fake accounts associated with the government, which was spreading rumors and really hate speech against opposition people. So the government responded by blocking Facebook. So it's not just Nigeria, you know, you see that across the continent, blocking the internet is a dictator's favorite tool, you know, when they are pushed against the wall. So it's very important to understand that, but also to look at other threats of internet freedom. I spent 2018, 2019, and the last year covering a very important case in terms of internet freedom in Uganda, the story of Dr. Stella Nyanzi, who is an academic and a poet in Uganda, who was arrested and charged with cyber harassment against the president and offensive communications against the president over a poem she posted on Facebook, really regarding the failed promises the president had made to young girls during his election campaign. So she was charged and she was convicted, although the sentence was later overturned, but she spent 14 months in prison. So I was covering that case. I was visiting her in prison. She managed to write a book in prison. But all this time, just based off a Facebook post that the president could not take in. But also, the other threats to have freedom were coming from a very conservative base in Uganda, because her approach to poetry is use of vulgarity to attack those in power, deploying vulgarity to attack those in power. For example, one of her poems, she called the president a pair of buttocks. So if you know in Kiswahili, you know, it's much more powerful, you know. So the whole country wanted to know who's this woman, who is this woman who actually can call that the president. So, so she really set up in terms of the speech
what you can say online and the kind of freedom then after what is said in terms of the context of a dictatorship. So we see a lot of actually have... Rosebel, please, could you go slow down? Okay. Merci. Thank you. So we saw a lot of also a lot of reporting of her page on Facebook coming from the community, which did not want to see her use the words she chooses to use. And she's like, "This, I'm a poet, and this is my chosen language, and I will use it, and I'll continue to use it." So there are all those threats to have freedom, and showing that it's not just the government. Sometimes when community attitudes align with the government, which is dictatorial, your freedom can be taken away, and people would not care if you're not free in that case. So I use that example to remind us that we have to fight for everybody's freedom. What is freedom? Freedom is not just about you being able to speak. You have to be able to create a platform where even those you don't want to hear from, even those who are using different tactics that you don't think that upset your morality, because there's no one morality. Everybody has their own moral compass. That they have the freedom, that the government's role is not to regulate morality and use the internet to regulate what is the idea of morality in a community. The community can self-regulate on what they consider morality and where it's deployed and where it's not deployed. So we have seen in cases where governments are really using this kind of conservative base to actually take away freedoms of activists, of journalists in that case. And the last point I wanted to talk about is definitely what we have seen during the pandemic, the increase of gender-based violence. And gender-based violence didn't only happen in the homes, it has been happening online. You know, there are many reports that show, I think, it's particularly girls between the age of 15 and 24 being the most affected in terms of online violence, and this affecting their mental health. And there's been increase in terms of suicide, because there's a lot of you know, different tactics online that are targeted to young people. The use of consensual images of women, it is something that is very endemic in different African countries, and many countries have been lagging behind in terms of governing that kind of cybercrime, you know, the crimes that take place online. We saw in Uganda, Malawi, at the same time, laws that convict young women, particularly young women, because the law is blanket, but the social environment is not neutral. So when you have a law that actually is going to affect majority being young women, then that law has to be revisited. So in Uganda, Malawi, we saw many laws that were convicting young people who are victims of non-consensual sharing of their intimate images online. And we fought so hard the last 2 months. The Ugandan court actually pulled down the law in Uganda, which was the anti-pornography law. It was actually compounding the, you know, affecting the rights of victims of non-consensual sharing of intimate images. And there had been over 5 young Ugandan women thrown in jail because their images, their nude images were online. So it's very important to understand where the threats to freedom and who is governing what. And when we allow the government to enter the arena of morality, then I think that's a very dangerous path. And remembering the unequal world we live in, both on gender and class, and who ends up being prosecuted is not necessarily someone who has money, who has power, who's if you're a young woman, you're more likely to be targeted for these kind of crimes. So it's very important to reflect on not just the political governance, but also socially, how social constraints and then how policies and laws reinforce some of those violations. Thank you again, Rosebel. Comme elle le dit, hein,
Je pense que mesurer la santé d'Internet en se basant sur des données de route où transite l'information, des données de couverture, des données du nombre d'abonnés, et ne pas s'occuper de l'autre côté, ça veut dire que est-ce que j'ai une liberté de communiquer, de partager sur ce réseau? Je pense que ce que veut dire Rosebell, il ne suffit pas de dire qu'on a l'infrastructure, que tout va bien. Il faudrait aussi que les régulateurs s'attaquent à ce problème. Donc, sans plus tarder, on a notre 4e interlocuteur qui nous a rejoint, peut-être qu'il pourra nous éclairer sur les données, parce qu'on en a beaucoup parlé, comme Nena l'a rappelé, en Afrique, on a des données. Mais est-ce que ces données sont assez pertinentes pour prendre des décisions? Donc, nous avons M. Arcel Tungui. Est-ce que vous nous entendez? Je vous laisse... Oh! Monsieur Sanoussi Ibrahim, est-ce que vous nous entendez? N'hésitez pas à parler. Hello, sir. Did you hear? Yes, I can hear you. It will be helpful if you speak in English, as there is no translation online. Thank you. Il n'y a pas de traduction pour ce monsieur? Bon, bref, before you take de parole, je vais le dire comme ça, nous avons une annonce à faire pour ceux qui veulent faire le test. N'hésitez pas à vous rendre à la chambre 314, ceux qui veulent partir, bien sûr. Les traducteurs, s'il vous plaît, si vous pouvez traduire pour ceux qui parlent anglais. Donc, Dieu, this one. You would like to help Rosebell? Can you help translate for... You can help? OK. Donc, ce que je voudrais dire, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a un problème crucial, c'est les données. So we have a big issue, which is about data. Et que s'il peut nous éclairer aujourd'hui aussi bien sur les données de connectivité en Afrique et aussi bien sur les données des harcèlements ou des violations des lois en Afrique aussi. So if you could help us, enlighten on the issue regarding data, data connectivity, and also data on some kinds of online violations and violations that are happening online within Africa. Merci. Thank you. All right. Thank you very much, and greetings to everyone who is participating in the assembly this year. It's a shame I couldn't join you physically on the ground. I'm sure many of you are aware of the crisis in Ethiopia at the moment. And we hope and pray that calm heads will prevail in that country. So the question on the issue of data, I think that perhaps on the continent today, and like the rest of the world, there is a huge concern on how private data of users, of individuals, and of group of people is being exploited and used and managed. And I think that, the global data discourse is, in three different, if you like, can be looked at in three different ways. One, there is a United States approach, which is that, there's a private sector approach to it. Global companies like Facebook, Twitter, Microsoft, and the rest of them are being, engaged on how, private data are being used and exploited for their own economic gains, which by inference also affects, broad global economic issues in the country. In the European Union, there is a different approach, which is that, data issues are guided by a set of norms and standards. And if you look at China, it is more a government regulated approach on how this data in itself is being managed. The challenge is that while there are these global approaches, the African approach is not very clear yet. What we see is a knee-jerk reaction on the part of the African continent in many cases, and I think Rosebell
has spoken to quite a number of these cases, and I also think the other colleague, unfortunately, I didn't hear most because he was speaking in French. The challenge is that there is no African approach at the moment, and what we're seeing is a knee-jerk reaction from different member states of the African Union, for instance, in the way that they approach data. Now, Africa is not in want of a standard. There is indeed the African Convention on the privacy, on the on private data. Now I missed the title. However, we do have a standard on how data should be managed. The private data of individuals on the continent should be. However, since this convention in itself was adopted some years ago, it has not entered into force. And that is because many member states have refused, for instance, to sign and ratify this instrument. And in the absence of this, there is no shared value on how we look at data. So the incidences that we've seen in for many years, on the continent, whether you want to look at the antics of Cambridge Analytica in Kenya, or some of the experiences we've had in Nigeria or in many other countries on the continent, there is no African response. And so the challenge for many actors, and I think that this is the essence of this conversation, the challenge for many actors like ourselves in the Africtivist network is basically to begin to engage governments on what is the what you will call the approach to data management and data governance within the African continent, particularly within the framework of the African Charter on the private data guidelines. The second point I want to raise is the issue of that I am involved with at the moment is the development of the Continental Data Policy Framework. The idea of the Continental Data Policy Framework is to, sort of provide guidelines that maybe member states could be more amenable to in terms of how do we, number one, gather data, how do we store data, how do we process this data, and how do we ensure that these data are not manipulated or used as a source, as an instrument for violation of rights or harassment and targeting of individuals, as we have seen in many places. The key to doing this, and that's the point I want to make, one of the points I want to make, is that this should be done in a multi-stakeholder approach. I think that there is a lot of conversation happening in isolation of the other. The policymakers are speaking to themselves. Those of us in the civic space are speaking to ourselves. Colleagues who are doing studies and surveys are doing this amongst themselves. And I think that there needs to be a multi-sectoral, multi-stakeholder approach to discussing the issues around data. And this is where the Africtivist network and many of the actors in the civil society need to continue to engage policymakers. I think that the approach that we have seen work, and I say this from my own experience as someone who works in the international policy space, is that the approach that we have seen work for many years is the approach of engagement, where we are, not just engaging when these policies have been designed or these guidelines have been developed, but when they are starting out, because that is where the opportunity sort of lies in us being able to make an input. The other point that I need to make is how do we sort of have the discussions around data management and data governance in a way that is not exclusionary. One of the big challenges that we have today is that when governments, and there's a political economy, angle to this, governments, do make a point that on the African continent, there is a need for a peace and security kind of approach, which means that, they need to be able to have a hand of the security challenges so that people or individuals who use tools and platforms and communication means do not use this to foment crisis or create disaffection or perpetuate fake news and disinformation that often can threaten the social cohesion of the state. And these are indeed very real concerns. However, finding the balance between maintaining social order and cohesion and also allowing individual rights
of access to information, and of course, ability to gather as individuals around issues that we hold very dear to us remain a very important point. And finding this balance is what we all have to engage governments with. And I'll leave it at that. Okay. Thank you again. But I would like, Arcel, est-ce qu'on pourrait demander à M. Sanoussi, et je te demande en tant qu'acteur aussi, est-ce qu'aujourd'hui les organisations telles que l'Union africaine, telles que nos États, sont vraiment conscients des problèmes liés à ce que nous dit Rosebel? Je pense que je le vois très loin dans ces, comment on dit là, dans ce qui vient de nous énumérer comme stratégie, comme chose qui se fait. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, les gens souffrent, d'après Rosebel. Ils ont des soucis. Et concrètement, qu'est-ce que l'Union africaine fait? Qu'est-ce que nos gouvernements sont en train de faire pour que la situation s'améliore? Et qu'est-ce que toi, en tant qu'acteur, tu penses que l'Union africaine a fait de positif ou n'a rien fait? Merci. Peut-être, oui, je voudrais bien y aller et peut-être revenir même au sujet qui nous réunit ici, la liberté et la gouvernance de l'Internet qui est mise à l'épreuve. Je crois que c'est le thème même de cette session ici. Et quand personnellement j'étais en train de réfléchir sur ça, on parle de la gouvernance de l'Internet et peut-être, je ne l'ai pas dit, mais je suis sur ma 3e année en tant que membre du Conseil consultatif des Nations Unies sur la gouvernance de l'Internet, qui est appelé le MAG, pour ceux-là qui sont informés à ce sujet. Mais lorsqu'on parle de liberté et de gouvernance de l'Internet, personnellement, en tant que peuple, je me dis qu'il y a cette disparité entre ce que le peuple veut et ce que le pouvoir veut. Le peuple est en train de se battre pour ses libertés et je suis l'un des fervents défenseurs des libertés sur Internet. Le peuple demande sa liberté, mais de l'autre côté, l'État est en train de dire que le peuple en demande peut-être un peu trop. L'État est en train de dire que non, pour des questions de sécurité nationale, vous ne devez pas faire ceci. L'État va dire, bon, pour le besoin de la cause, nous allons instituer de nouvelles taxes qui vont s'imposer sur le domaine du numérique parce que nous devons générer de l'argent, quoique cela est en train d'empêcher une certaine possibilité à la population de pouvoir accéder à Internet. Et parmi les blocages, je viens d'un pays qui a été cité. Ça fait quand même quelques années qu'on ne parle pas de nous sur le côté violation des droits de l'homme sur Internet depuis qu'on a un nouveau président. Mais je dois rappeler que pendant les 18 années de l'ancien président que nous avons connu, il y a eu un certain nombre de violations des droits et des libertés des citoyens sur Internet. Et parmi ces types de violations, il y a ces coupures d'Internet dont nous avons connu peut-être à 4 ou à 5 reprises. Et le tout dernier, c'est celui qui s'est passé en décembre 2018, juste après les élections qui ont eu le président Tshisekedi comme nouveau président. Pendant près de 21 jours, Internet a été coupé complètement sur toute l'étendue du pays. Et cela, ça veut dire une violation flagrante de la capacité de la population à communiquer, avoir accès à l'information ou même à se réunir et à s'organiser. Alors, à côté des coupures d'Internet, il y a aussi, nous avons connu des pratiques de déblocage de certains sites web qui viennent de ces gens qui sont de l'opposition, ou bien des activistes, ou bien des acteurs de l'opposition qui voient leur site web, ou bien des sites web qui ne sont pas pro-gouvernement, dont le contenu n'est pas pour le gouvernement, qui sont en train d'être coupés. Et tout récemment, ce qui fait l'actualité actuellement en RDC, c'est cette nouvelle taxe sur le CIER. Mon collègue peut-être du régulateur de l'autre côté, il sait peut-être de quoi je parle, mais en RDC, depuis une année, septembre 2019, il y a une nouvelle taxe sur la téléphonie mobile qui a été ajoutée. Et donc, si tu ne payes pas cette taxe, c'est qu'on appelle RAM, le registre des appareils mobiles, tu ne sais pas avoir accès à Internet, tu ne sais même pas appeler. Et tout ça parce que l'État se dit, bon, il veut générer des recettes contre les libertés des citoyens. Et donc, désormais, si tu as un téléphone 3G, 4G et plus, il te faut payer $7 chaque année, juste qu'ils appellent ça les frais du registre. Et nous, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à $7? Et Rudi International, notre organisation, avons fait des déclarations, avons rencontré l'État, juste pour que ton numéro CIER, ton email soit enregistré dans la base de données, il te faut payer jusqu'à $7 américains. Je ne sais pas c'est combien fait le calcul en francs CFA, mais c'est beaucoup d'argent. Et ça, nous nous sommes levés
pour dire au gouvernement, mais pourquoi est-ce que vous imposez cette nouvelle taxe? Et elle est même arrivée à une période difficile pendant la période de la Covid, où tout l'État, où tous les pays ont été secoués difficilement. Maintenant, une nouvelle taxe qui nous a été imposée. Et c'est là que nous sommes en train de parler de la gouvernance de l'Internet qui est mise à l'épreuve. Parce que la gouvernance de l'Internet, c'est différentes parties prenantes qui se mettent ensemble pour régler les questions ou les problèmes de la communauté en collège. Et pas une seule entité, ici, le cas du gouvernement, qui est en train de prendre des décisions seules sans associer les autres parties prenantes qui devraient être là. Et c'est là que je me dis, il faut un certain équilibre. Si nous voulons une bonne gestion ou une bonne gouvernance de l'Internet dans nos différents pays, il faut privilégier la collaboration, il faut privilégier la conversation, avoir toutes les parties prenantes assises afin de pouvoir y arriver. Si la coupure d'Internet s'est passée, c'est juste l'autorité de régulation qui se réveille un matin, il envoie une lettre à tous les opérateurs télécoms dans le pays et leur dit, à partir de telle heure, coupez-nous Internet sur toute l'étendue du pays. Tu te réveilles un matin, tu ne sais plus utiliser Internet. Tout c'est en place que l'autorité de régulation, bien sûr en connivence avec le gouvernement, a décidé que pour une raison ou une autre, il faut couper Internet. Et dans la plupart des cas, c'était parce qu'il y a une manifestation de l'opposition qui est prévue demain. C'est parce qu'il y a les élections et le candidat président, il pense qu'on va tricher ou parce qu'il va y avoir des massacres. Il ne veut pas que les médias puissent être au courant de ce qui est en train de se passer. Il se décide un bon matin, par une simple lettre adressée aux télécoms, de couper Internet. Et là, nous nous disons, mais quel modèle de gouvernance d'Internet est-ce que nous sommes en train de promouvoir si nous ne pouvons pas asseoir les différentes parties prenantes et décider sur la bonne approche qu'il faut prendre? Merci Arcel. Avant de laisser M. Kandji répondre, n'oubliez pas, il y a un document partagé. Est-ce qu'on pourrait remettre le lien? S'il vous plaît, rajoutez vos questions, vos contributions, vos solutions dans ce document. Même si vous avez déjà pris la parole, n'hésitez pas à remettre vos inputs dessus. Arcel, n'hésite pas à rajouter des articles, des choses qui corroborent ce que tu viens de dire. Pareil, Rosebel, si tu peux rajouter, etc. Monsieur Kandji, comme j'ai déjà dit, je pense que le bilan positif du Sénégal est un exemple. Mais la réalité, elle est là. Ça veut dire que le problème de ce bien commun qui est l'Internet n'est pas un problème typiquement sénégalais, c'est un problème d'ordre mondial. Et l'Afrique, comme j'ai demandé tout à l'heure au monsieur, quelle est sa démarche, quelle est sa stratégie, comment on peut limiter ces genres de désagréments? Je ne sais pas si c'est le bon mot. Je vais laisser le camarade cher apporter sa contribution. Vous pouvez le faire aussi sur le document. On va essayer de se servir de ce document comme élément de travail. N'hésitez pas. Quel est le bilan qui est positif chez nous au Sénégal? Je me pose la question. Moi, un bilan positif chez moi, je ne suis pas du tout au courant. C'est à lui de répondre. C'est lui l'organe de régulation. Il va répondre. Chez nous, tout est positif. Tout est positif. Tout est positif parce que moi, je suis un homme de terrain. Depuis bientôt 12 ans, je parcours le Sénégal du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au-delà du fait que je suis un enfant d'Internet, quand même, je suis un enfant du peuple, comme vous. Chez nous, le couvre-feu numérique n'existe pas. Mais si. Le couvre-feu numérique n'existe pas chez nous. Mais si. Soumaïla. On va laisser M. Kandji continuer. Oui, allez-y, allez. Et je répète encore, chez nous, le couvre-feu numérique n'existe pas. L'accès à Internet est démocratisé, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et comme je dis, je ne sais pas si je vais m'attaquer des jeunes ou non, mais c'est des jeunes comme moi qui ont fait leurs études au Sénégal, à l'extérieur, qui sont revenus, qui travaillent pour le Sénégal. C'est des jeunes ingénieurs qui gèrent les données. C'est des jeunes économistes, c'est des jeunes juristes qui font le travail du régulateur. Depuis bientôt 12 ans, par rapport aux événements religieux, je donne cet exemple. Touba, Tiawan, Madina Gounas, le régulateur fait un travail extraordinaire.
Aujourd'hui, sur le plan des infrastructures, c'est des gens comme Pape Siré Cissé, un ancien cadre de Sonatel qui est maintenant à l'ARTP, qui a eu à gérer le maillage du territoire sénégalais en infrastructure. Aujourd'hui également, c'est des jeunes qui sont en train de déployer la fibre optique un peu partout à travers le Sénégal. Donc, sur la connectivité, c'est un peu partout, raison pour laquelle l'ARTP fait des campagnes quotidiennes, régulières, pour mesurer la qualité des services au Sénégal. Raison pour laquelle on a lancé il y a quelques jours de cela une application ARTP Sama Réseau. Ça permet en réalité de démocratiser ce qu'on appelle le contrôle de la qualité de service par tous les Sénégalais, c'est-à-dire par les 17 millions de Sénégalais. Aujourd'hui, avec ton smartphone, tu télécharges l'application ARTP Sama Réseau. Ça te permet, par exemple, là où tu es, de voir les données que tu as. Ça te permet de voir la qualité. Ça te permet en même temps aussi de voir, par exemple, si tu as accès à 2G, 3G, 4G. Je peux juste rebondir là-dessus. 2 secondes, cher. Oui. L'autre chose également, il y a des choses qu'on n'ose pas faire. C'est des universitaires qui se sont battus pour travailler sur la connexion, sur la connectivité, sur la formation des jeunes. C'est des universitaires en même temps aussi qui se sont battus quand même pour intégrer des instances comme l'AICAN, comme l'UT, comme Afrinic. Donc aujourd'hui, ces gens-là nous regardent. Il y a des choses qu'on n'ose pas faire et il y a un rendu qui est là. Aujourd'hui, par rapport aux services, le commerce, les banques, les assurances, l'administration, jusqu'au transport, avec Internet, quand même, les gens sentent qu'il y a un confort. Mais on ne peut pas tout faire aussi. On ne peut pas tout faire, on ne pourra jamais tout faire. Après, il ne faut pas qu'on déforme la réalité. Une agence de régulation n'est pas un comité de soutien politique. On n'est pas politique. Oui, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Vous ne devez pas avoir cette vocation-là de défendre des positions politiques. Vous devez aller plus dans un sens de la neutralité, de l'objectivité, mais aussi de vous positionner comme étant une sentinelle, un garant du service. Et quand on parle de ce service, il y a le volet législatif, il y a le volet usage et il y a le volet équipement, mais il y a aussi le service du provider. Sur le plan législatif, je dis législatif, sur le plan légal, le Sénégal a fait voter une loi que tu connais, qui permet aujourd'hui... Laquelle loi? La loi sur les communications électroniques. Article 27, qui dit que pour des soucis de gestion du réseau, c'est pas gestion, c'est gestion du trafic. Non, ils n'ont même pas utilisé le mot gestion, c'est régulation du trafic. L'État, l'autorité politique, peut demander à l'autorité de régulation qui, elle, peut demander aux opérateurs de changer le débit ou le niveau, la bande passante de la connexion dans telle zone pour permettre à ce que la connexion soit stable partout, pour des soucis de régulation. C'est l'ARTP et c'est vous. Cette loi est passée, elle est abusive, elle est restrictive et ça va permettre la censure parce qu'elle légalise la censure. Il n'y a pas de censure au Sénégal. Deuxième point. Bon, pour la censure, le soir, quand Karim Wade s'est fait libérer, Internet a été coupé, les réseaux sociaux censurés, on a des données. Je ne suis pas au courant. OK. Maintenant, sur le plan service et usage, vous ne devez pas jouer le rôle des opérateurs. Ce n'est pas à vous de dire, pour la connexion, tout le monde est connecté, le réseau est partout. Et ce n'est pas le cas. Je vous défie, prenez une voiture, sortez de Dakar, vous allez commencer par souffrir. Et le contrat moral qui lie un opérateur et un client,
c'est de lui servir une connexion Internet sur tout le territoire national. Et ce n'est pas le cas. Et vous, votre rôle, c'est de dire à l'opérateur, faites de sorte que le client ait accès au réseau GSM, 3G, 4G ou 5G, whatever. Ce n'est pas de dire que ça marche, c'est d'être au milieu et d'arbitrer. Ensuite, sur le plan infrastructure, vous suivez, mais ce n'est pas à vous de déployer. Et donc, ceux qui déploient, vous devez leur dire ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, vous n'avez pas de maîtrise. C'est Orange qui organise le déploiement. Quel est, vous, le niveau de maîtrise, le périmètre que vous maîtrisez par rapport à l'infrastructure? Donc, ce n'est pas vraiment un conflit, mais amenons plus ou moins le débat et n'essayons pas de faire le jeu des politiques. Je ne veux pas que ça soit un débat sénégalo-sénégalais. Hein. Oui, j'allais même intervenir. Oui. De retour au pays cher, on va vous inviter. L'autre chose également, au Sénégal, il y a 13 associations de consommateurs qui jouent un rôle extraordinaire par rapport aux intérêts des usagers. Tout à l'heure même, j'ai voulu répondre à madame sur, par exemple, l'accès et autres. En 2010, on avait fait une enquête nationale sur les TIM, sur l'utilisation des usages radio, télé, Internet et autres. Et ce travail-là, c'était tellement bien fait que le FMI et la Banque mondiale ont assisté même à la restitution. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous entrez sur Internet, vous allez voir les données d'Analytics. Ça, c'est encouragé. L'autre chose également, on n'est pas à la place de l'opérateur. Au Sénégal, c'est ouvert, aussi bien sur Internet que la partie télécom. Sur la partie télécom, par exemple, aujourd'hui, il y a combien d'opérateurs? Il y en a 4 ou 5. Il y a Orange, Sonatel, il y a Free, il y a Expresso, il y a un MVNO ou deux, comment ça s'appelle encore, ProMobile, il y a un opérateur régional, c'est Ayo, il y a les FAI. Il y a les FAI. Monsieur Kandji, désolé de vous couper. Désolé aussi de déporter le débat. On va l'amener au pays peut-être. Et quand je regarde de ce côté, je vois une Sénégalaise aussi qui s'est naturalisée ivoirienne. Donc je ne sais pas si elle veut aussi parler du Sénégal. Si oui, je m'éloigne de ce côté. Sinon, je me rapproche. Donc j'aimerais qu'on généralise. Avant que je te donne la parole, monsieur Kandji, est-ce que vous avez entendu que de l'autre côté, dans d'autres pays, le régulateur ne fait pas son travail et qu'il y a des problèmes? Mais dans ces pays, moi, je ne suis pas l'autorité politique. Mais vous êtes sur Internet, monsieur Kandji. Est-ce qu'il vous arrive de consulter? Mais bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il vous arrive d'aller dans des rencontres de l'Union africaine? Là, par exemple, sur la partie numérique, il y a la commission il y a une des commissions de l'Union africaine qui s'occupe de ces questions. Au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO également, il y a des instances qui gèrent quand même des questions sur le plan juridique. Je veux juste une chose, savoir, est-ce qu'au niveau de vos rencontres, les problèmes de ces pays sont abordés? En fait, peut-être pour clarifier cette question, le truc c'est qu'en Afrique, on se copie. Les autorités politiques se copient. Alors c'est que ça a commencé en Ouganda. Toutes ces privations de connectivité, ça a commencé en Ouganda. La taxe sur les téléphones mobiles, c'était en Ouganda. La taxe sur les réseaux sociaux, et c'est passé en Ouganda. Et ça s'est transmis en RDC. Qui dit que ça ne va pas arriver au Sénégal demain? Il est pour le moment, mais tout peut arriver demain. C'est là que je me dis il est important de rencontres comme celle-ci pour que les activistes comprennent ce qui se passe dans d'autres pays et qu'ils se préparent à l'éventualité que cela peut se passer dans leur pays également. Monsieur Diagne, 2 secondes. Moi, j'aurais bien aimé à l'avenir que ICANN, Afrinic, qu'il vous invite. Ce thème-là sur la gouvernance, ça va bientôt faire une dizaine d'années quand même qu'on débatte de ça. L'autre chose en fait, ICANN, il y a même un Sénégalais, Mohamed Diop, qui a eu à piloter ICANN, même si c'est une instance américaine.
J'en fais partie. Tu en fais partie. Tu vois. Donc, ces thématiques-là, moi, quand même, je vous encourage peut-être à saisir les autorités politiques, les structures continentales, régionales, sous-régionales, pour qu'on vous invite et puis également que vous puissiez partager. Merci. L'ICANN, parce qu'il en a parlé, j'ai fait il y a quelques années, je ne suis plus très actif au sein de l'ICANN, mais j'ai occupé quand même une position importante au nom de la société civile au sein de l'ICANN entre 2014 et 2019. C'est important, c'est vrai, c'est une structure qu'il faudrait inviter dans des rencontres comme celle-ci parce qu'il gère l'une des ressources les plus importantes sur Internet, le nom des domaines. Les noms des domaines sur Internet. Une contribution? Oui, non, même pas une contribution, juste des questions. Merci vraiment pour ce panel. Monsieur Kandji, moi je suis interpellée quand j'entends que tout se passe très bien au Sénégal. Et parce que pour moi, c'est déjà très... c'est pas perfectionniste déjà pour moi. Déjà, hier, on a eu un panel où on parlait de souveraineté numérique et tout. Là, on est en train de parler de liberté. Nous n'avons pas encore fini, dans nos pays particulièrement, de parler de cette question et de la gouvernance. Déjà que la gouvernance simplement globale dans nos pays pose problème, encore moins d'Internet, où aujourd'hui les gens pensent que c'est vraiment une arme mexicaine. Oui, parce que les gens pensent qu'Internet donne la parole à tout le monde, particulièrement à ceux qui n'ont pas le droit de parler. Entendre qu'au Sénégal, que ça se passe très bien, c'est que pour moi, c'est que nous ne pensons pas faire plus que ce que nous avons déjà, ce qui est catastrophique. Il n'y a pas, comment il a dit encore, il n'y a pas de couvre-feu numérique. Il y a plusieurs choses qui se sont passées au Sénégal. Mais moi, une chose particulièrement qui m'a interpellée, c'est quand, par exemple, on a libéré Karim Wade et puis bien d'autres choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Si ce n'est pas couvre-feu, moi, j'aimerais savoir... non, juste quand je vais finir, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans ces cas de figure où il y a des soulèvements, il y a des manifestations et que nous notons soit la diminution de la qualité de la connectivité, sinon même sa coupure. Quel est le nom que nous allons mettre sur ça? J'ai fait juste un tour rapide sur le site de l'ARTP. Veillez pour voir vos missions. Veillez au respect des règles d'une concurrence saine et loyale. Est-ce que ça se fait vraiment entre... pourquoi les gens sur Internet, dans la vie de tous les jours, se plaignent? De Orange particulièrement, par exemple. Si cette régulation-là, elle est faite, qu'est-ce qui se passe pour que nous, autres utilisateurs, nous ne sentions pas ça? FMI, Banque mondiale, c'est bien d'avoir l'approbation de ces labels-là, de ces institutions, mais est-ce plus important vraiment que le citoyen qui vous a mandaté, qui paye ces institutions-là? Est-ce que son approbation est moins importante que ces institutions? Parce que ce n'est pas parce que FMI ou Banque mondiale a donné un cachet ou a donné une approbation pour le travail de la RTP que c'est bien pour autant. Alors, pour moi, c'est important vraiment. C'est bien que vous soyez dans votre rôle de défendre l'institution, mais je pense qu'il est important d'être réaliste et surtout d'être ambitieux dans ce que nous voulons, surtout pour cette jeunesse qui est là, mais surtout qui est au pays, dans d'autres pays, et ce qu'elle veut faire vraiment de ce continent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci encore. Monsieur Kandji, ne répondez pas maintenant. Je suis censé être un facilitateur. Et en tant que facilitateur, vous voyez que M. Kandji est seul de son côté. C'est comme si le débat, c'était ce côté et ce côté. Oui, Aïcha devrait peut-être rejoindre M. Kandji pour équilibrer la balance. Je donne au monsieur une information. S'il vous plaît, ceux qui rentrent demain, veuillez venir faire vos tests Covid. On n'aura plus de médecins comme hier, une deuxième fois. Ceux qui ont fait leurs tests hier, les résultats commencent à arriver et on va vous les donner. S'il vous plaît, venez vers vos tests. 3e étage, 314.
Merci Aïcha. Donc n'oubliez pas, c'est le dernier appel. Donc encore, je suis sénégalais. Hein? Je ne suis pas venu pour... Aujourd'hui, je ne devrais pas. Je laisse mes compatriotes parler. En tant que facilitateur, M. Kandji, vous représentez les régulateurs, aussi bien ivoiriennes, aussi bien africaines. Et M. Sanoussi, c'est bien ça, qui est en ligne. Donc, ces citoyens qui sont administrés ou que vous devez accompagner ont des choses à vous dire. Donc, je vais laisser monsieur s'introduire et dire sa chose. Merci. Je suis Syriac Paris, je suis du Burkina Faso. Tel que le débat sénégalo-sénégalais est parti, je ne sais pas si on pourra en sortir. Ce que moi je proposais, peut-être que vous aurez un dialogue direct entre vous quand vous serez de retour au pays. Ça pourrait être plus intéressant. Je voulais parler d'autre chose, si vous le permettez. J'étais dans l'autre atelier, donc je prends ce débat en cours. Peut-être que ce dont je vais parler a déjà été abordé, qui concerne, en matière de gouvernance d'Internet, le rôle des multinationales, des plateformes internationales, notamment Facebook. Est-ce qu'ils ont un représentant à ce sommet? Je ne sais pas. J'aurais voulu qu'il y en ait un pour nous parler un peu de la censure qui devient de plus en plus inquiétante sur Facebook. Pour vous parler du cas du Burkina, plusieurs activistes ont été, il n'y a pas longtemps, censurés. Il y en a qui ont été interdits de publier pendant une semaine, des fois un mois. Il est revenu que ce serait du fait de Facebook. C'est vrai qu'il y a la régulation qui oblige à suspendre certaines pages quand il y a des contenus inappropriés. Mais dans les cas dont je veux parler, il semble que c'était politique. J'ai même entendu dire que quelques responsables de Facebook auraient été reçus à la présidente du Burkina Faso et que depuis lors, Facebook est devenu très méchant, je vais dire, en matière de régulation des publications des activistes qui sont critiques envers le gouvernement. J'ai personnellement posé la question à plusieurs responsables de Facebook pour avoir des réactions parce qu'on voulait faire des articles sur le sujet. Je n'ai jamais eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse. On m'a dit oui, on va vous revenir. Je n'ai pas eu de retour. Ça fait qu'on se pose la question. C'est vrai, nos gouvernements sont ce qu'ils sont, mais on sait qu'aujourd'hui, au-dessus de nos gouvernements, ou en tout cas à côté de nos gouvernements, il y a d'autres acteurs qui peuvent être plus dangereux que nos gouvernements. Ce serait bien qu'on ait des explications en ce qui concerne la position de Facebook par rapport à ces questions-là. Et ça, c'est une question qui intéresse les activistes. Si on n'a pas de réponse, peut-être que vous pourriez être notre porte-parole auprès de Facebook. Merci. Merci encore. Oui, je vais contribuer. On les a invités. Ils nous ont répondu qu'ils n'avaient pas de représentant ici à Abidjan. Parce que moi, je voulais qu'on aborde ce point. On l'a vécu au Sénégal durant les dernières élections présidentielles. J'ai recensé énormément de comptes d'activistes pro-démocratie qui ont été bloqués à 2 jours, 3 jours de l'élection présidentielle. J'ai interpellé directement Facebook. Ils m'ont répondu en me disant que c'est des choses qui arrivaient, mais que ce n'était pas ciblé et que ça ne concernait pas que le Sénégal. Et moi, j'ai des preuves que c'était ciblé pour le Sénégal et pour les activistes pro-démocratie. On les aura et on aura ce débat-là avec eux. Je n'ai rien entendu. Hein. Donc, mesdames et messieurs, comme vous voyez, c'est un débat très, très intéressant. Je vais me mettre à côté de M. Kandji pour équilibrer un peu ce côté. Donc, d'habitude, je ne suis pas du côté du régulateur, hein, je vous le dis. Hein. On a entendu les progrès qui sont faits au Sénégal. M. Kandji ne veut pas accepter le fait qu'ailleurs, ça ne marche pas. Ou c'est pas ça que j'ai dit? Oui, dans d'autres pays où nous avons des situations catastrophiques. Je sais que vous ne représentez pas ces pays, mais en tant qu'Africains, on aimerait que nos instances africaines essaient d'améliorer nos quotidiens, et surtout celui-là, ce problème d'Internet, parce que c'est un outil formidable. Je dirais même pas un outil formidable, en fait. C'est un outil vital. Moi, je considère Internet comme... comme de l'eau, l'électricité.
C'est-à-dire que c'est quelque chose de fondamental maintenant. Depuis hier, dans cette salle, on a un problème. On a un problème pour se connecter. Donc aujourd'hui, l'État africativiste est défaillant. Sur ce point. Oui, 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 on peut reconnaître cela. Hein. Oui, 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 oui. Oui. Mais je dis, moi, en fait, quand je parle, c'est par rapport à mon expérience. C'est par rapport à un vécu. Moi, je suis un enfant d'Internet. Aujourd'hui, par exemple, sur, je dirais sur Facebook, bon, je ne vais pas trop aborder Facebook parce qu'en fait, je considère Facebook comme une marque, mais Facebook, en fait, ce n'est pas Internet. Moi, quand je parle, par exemple, aujourd'hui, c'est beaucoup plus au service. Et quand je parle aujourd'hui, c'est beaucoup plus, par exemple, en confort. Le mobile banking, par exemple. Pourquoi on n'aborde pas, par exemple, une problématique sur Ferlo, qui a inspiré, par exemple, Wari qui a inspiré Orange Money. Oui, et aujourd'hui, par exemple, cette concurrence entre Orange, entre Wave, cette facilité qu'il y a à payer maintenant les factures, cette facilité maintenant à... Vous voyez, il y a des choses... Nous sommes d'accord. Il y a des choses positives. Il y a des choses dans positives. D'autres pays, il y a des pays qui sont en crise aujourd'hui. Il y a des pays qui sont en guerre. Donc forcément, il y a des problèmes. Ça a été le cas, par exemple, de la Libye. La première fois, c'était en 2010 ou en 2011, en fait. Je suis entré sur un site, le site du Monde. C'est là où j'ai vu, par exemple, couvre-feu numérique en Libye. Il y a une semaine de cela, ça a été le cas au Soudan. Les citoyens sont sortis massivement pour se défendre, pour demander et réclamer le retour à Internet. C'est la première fois que je vois ça. Raison pour laquelle je dis Internet est un outil vital maintenant. Les gens, ils ne peuvent pas rester 24 heures sans avoir accès à l'eau, sans avoir accès à l'électricité, sans avoir accès au téléphone. Et maintenant, c'est Internet. Internet aujourd'hui, avec Facebook, avec Amazon, avec autres, ça permet de faire vivre la population avec le e-commerce. Il y a beaucoup de femmes analphabètes au Sénégal aujourd'hui, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook, même si elles sont analphabètes, mais qui gagnent des centaines de milliers de francs CFA avec ces outils-là. Raison pour laquelle je dis, il faut être optimiste. Moi, quand je parle, par exemple, du Sénégal, la gouvernance, le numérique, quand je dis que les choses se passent très bien, c'est un homme du terrain qui parle. Donc, je reviens sur Dakar. Je ne veux pas couper M. Kandji, mais M. Kandji, je suis sénégalais comme vous. J'ai dû faire des boycotts dans les... J'ai dû faire le boycott d'un régulateur que je ne citerai pas son nom. Finalement, ça a pris du temps, mais finalement, c'est passé. Ce n'est pas mon travail. En tant que travailleur, je veux gagner ma vie en faisant autre chose, pas en faisant des sittings, en étant sur les réseaux, en disant n'achetez pas celui-là parce que c'est trop cher, etc. On aimerait que le régulateur s'occupe de ces choses-là pour nous. Comme ça, nous, on va s'occuper de nos familles et de nos boulots. On ne mène pas une vie d'activiste. J'aurais bien aimé que tu cites le nom de cet opérateur. Ah non, je ne vais pas le citer, l'opérateur, là. Je ne vais pas le citer. Mais je vais revenir sur... Je pense qu'on a 1 heure et on arrive à... Comme vous le savez, nous devons sortir les points les plus essentiels pour ce sujet. Et c'est pour cela qu'on a partagé un document avec vous. Et il y a 10 points, peut-être qu'il y en a plus que vous aimeriez vraiment nous dire que ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour vous. Et qu'en tant que régulateur du Sénégal, bien sûr, il a déjà entendu les problèmes du Sénégal. Donc peut-être qu'on va demander à nos amis de donner d'autres points qui sont importants. Et vous tous, vous pouvez rajouter des points dans ce document. Et comme ça, on va donner ce document au régulateur africain qui va essayer de mieux nous représenter sur ces problématiques-là. Merci. Alors, déjà, le régulateur en RDC, pendant 19 ans,
il a été sous la présidence de la République. Je ne sais pas comment ça se passe au Sénégal. Le régulateur, il est sous quelle entité? Chez nous, c'est le cas. C'est le cas, voilà. Merci. Alors, je dis... On va y arriver, c'est un point important, on va y arriver, oui. Je dis, il y a ce qu'on appelle, il a parlé tout à l'heure de la loi. La RTP est régie par le Code des communications électroniques. Donc depuis 2001, quand il y a évolution, par exemple par rapport à la loi, soit le code est modifié, mais quand même on suit, on respecte toutes les procédures sur le plan réglementaire et législatif. Bien sûr, parce que les lois, ce sont les individus qui les font, n'est-ce pas? Alors en RDC, je disais que depuis 2002, lorsqu'on a adopté la toute première loi sur les télécoms, celle-là a placé l'autorité de régulation sous le président de la République. Alors cela a eu comme conséquence, c'était une super entité. C'était une entité au-dessus de tout le monde, parce que c'était directement rattaché à la présidence. Avec le président qu'on a eu pendant 18 ans, tel qu'il a été, donc l'ARPTC, c'était vraiment la super agence, personne ne pouvait toucher. Et donc ils étaient tout le temps en train de protéger le président, en train de couvrir tout ce que le président fait. Mais depuis la nouvelle loi qu'on a adoptée le 20 novembre 2020, donc la nouvelle loi qui a remplacé la loi de 2002, la RPTC a été placée désormais sous le ministère des PTNTIC. Et il va changer de nom, il ne sera plus la RPTC, il sera la RPTCI, parce qu'on a ajouté sur les télécoms les technologies de l'information et de la communication. Donc avant, il ne gérait que les télécoms, mais maintenant, il va gérer les technologies de l'information et de la communication également. Alors ça a été une bataille. Depuis que la loi a été adoptée en 2020, le 20 novembre, pour qu'elle soit publiée au journal officiel, ce qui s'est passé il y a, je crois, 3 ou 4 semaines, c'était parce qu'effectivement, entre autres, les gens de la présidence se battaient pour se dire, mais comment est-ce que l'RPTC quitte la présidence et maintenant va du côté du ministère? C'était vraiment, c'était presque des pleurs du côté de la présidence et du côté de l'autorité elle-même. Et c'est désormais sous le ministre. Alors c'est là qu'on attend pour voir est-ce que l'RPTC, maintenant qu'il est sous le gouvernement et non plus sous la présidence, est-ce qu'il va être l'église au milieu du village et jouer le rôle qui est le sien, celui de réguler le secteur, celui de se rassurer qu'il n'y a pas trop d'influence du pouvoir, mais que le peuple est en train de se retrouver aussi d'une certaine manière. Merci. Alors pour finir, en termes de contributions ou de recommandations, si nous voulons, je crois qu'il faut établir un certain équilibre, que les gens puissent jouir de leur liberté, la population, mais que l'État aussi joue son rôle de sécurité. Parce que l'État, à un moment, il va nous dire, si on vous laisse trop de liberté, alors qui va protéger, qui va vous protéger? Et donc l'État va continuer à nous protéger, mais il devra aussi garantir un certain nombre de libertés à la population. Et lorsqu'il pense que celle-ci est en train d'aller au-delà, n'est-ce pas, du normal, il devrait appeler et s'asseoir en termes multipartites, parce que nous parlons de la gouvernance de l'Internet, afin de prendre des décisions qui ont été discutées et pas des décisions qui sont des mesures draconiennes. Merci. Merci Alcel. D'après ce que j'ai compris, il faut une indépendance de l'autorité de régulation. Sans indépendance, il y a de fortes chances qu'il pourra être, comment on dit, politisé, etc. etc. Donc, l'autre point que je n'ai pas retenu, Arcel, est-ce que tu peux m'aider sur ton deuxième point? Le deuxième point, c'était établir un certain équilibre, parce que nous parlons de la gouvernance de l'Internet et balance, comme on le dit en anglais. Les décisions qui sont prises par le pouvoir ne devraient pas être draconiennes. Ça veut dire que si le régulateur doit me protéger, il doit protéger aussi l'État, que tout le monde soit au même niveau. Balance, vraiment un certain équilibre. Surtout les opérateurs, en tant que citoyen, si j'ai des soucis, que je sois entendu au même niveau qu'un opérateur. Parce que le problème se situe au niveau où les opérateurs, n'est-ce pas, eux, ils ont investi de l'argent, mais ils ne devraient pas se sentir plus supérieurs ou bien faire avancer leurs intérêts, les intérêts financiers ou pécuniaires,
au détriment des besoins d'accès à la technologie de la part de la population. Merci. Osbel, can you help? Le traducteur a fait son travail. Did you hear that? No, I didn't. So, yeah, your recommendations, your final words. Okay, thank you so much. I think it's very important to remember that the quality of freedom on the internet is reflected in the quality of freedom in a society and the freedom and the democracy you have. So if your democracy is strong, then you're able to hold operators accountable from Facebook, from big multinational, you can put up a fight. But if your ground is shaky, your own leaders are looking to curtail your own freedom, then there is no room for even to navigate with the huge multinationals that we are facing as a challenge to our freedom and access of the internet. Remembering right now, for example, Sudan is in a crisis. It's been offline. You know, it's a military dictatorship in Sudan. It has switched off the whole country. So we see often that this is in tandem with what is happening in a particular location. The same with Uganda, the same many other countries. We saw in Zambia ahead of the election recently when they were thinking the election was they were going to be switched off, but they weren't. And we saw that the Zambia was able to change power and move smoothly ahead. So it's very important to remind that we anchor these conversations in the fight for freedom, not just from the own leaders and giving us democracy, but also societal freedom for women, for gender minorities. What is freedom on the internet if you have no freedom in your real life, right? For women, freedom from violence, freedom to access, as we see with like gender gaps in terms of digital access are real in our lives. So it's very important to always seek out even our recommendations, even our conversations, to root these conversations in the other struggles that we have in society. Thank you. Merci encore, Rosebel. Comme elle l'a dit, hein, si nos démocraties ne sont pas fortes, ça ne peut pas refléter cette réalité sur l'Internet. L'Internet n'est qu'un reflet de nos réalités, ce qui est tout à fait true. Je pense que c'est un point aussi qu'il faut rajouter. Donc, encore une fois, si Muntaka peut nous aider, de repartager le lien. Donc, on vous remonte encore le document partagé où vous pouvez vous aussi mettre les points clés que vous jugez vraiment nécessaires, qu'il faudrait qu'on aborde. N'hésitez pas à les rajouter dans ce document et on va essayer de construire ce document. Donc, sans plus tarder, hein, je pense qu'on a dépassé le temps. N'hésitez pas à continuer à échanger dans les couloirs de ce sujet. Donc, nous allons donner la parole à M. Sanusi. So, Mr. Sanusi, I think at this point we are reaching the end of the workshop, and so they are requesting if you have any kind of recommendations or your final words, everything that we should keep as part of your contributions. Thank you very much. Sounds, we cannot hear you. Le son? Please hold on for a second. We cannot hear you. Are you sure you have unmuted yourself? Have you unmuted yourself? So it's over here. Technique, on ne sait pas l'écouter. Yes. Oh, wonderful. We can hear you now. Please proceed. Okay. Yeah, well, it did look like it was an interesting conversation. Unfortunately, I probably missed some of the context. However, I think Rosebel did hit on the nail of, you know, this entire conversation in itself. And that is that we cannot diverge, you know, the issues around internet freedoms and governance from the reality of the governance deficits in many of our countries. You do not expect that people who do not fulfill rights of people physically would suddenly fulfill their rights electronically. And so this is something that it's a broader challenge. And we need to continue as activists, as civil society actors,
as policymakers to begin to continue to address the challenges that we have in our governance space. This, for me, is at the core of all the conversations that we should and we are having. So the quality of leadership on the continent, the quality of our democratic governance system is key. Now, second point for me is the issue of accountability. I think that perhaps the challenge that we really have in many of the examples that we have given is that there are no redress mechanisms for when internet are shut down, when rights are violated, when people are harassed. And this is, again, another area where we need to continue to engage with, the parliaments in our countries and the judicial sector, broadly. The question is, do we have clear jurisprudences across our various countries on issues around internet violations on these issues? How do we deal with the political economy issues? Governments that want to perpetuate themselves in office and on the basis of that believe that they have the right to do all kinds of things, all in the name of national security and social cohesion. These are the real issues in terms of how do we deal with these challenges. The third point for me is around holding governments accountable to the commitments that they have made. And no matter how much the African Union tries to negotiate common standards, whether it's in the African Charter on Cybersecurity and Personal Data, or whether it's on the Charter on Democracy and Elections and Governance, or the Charter on Human and People's Rights, the issue remains that governments are oftentimes not held accountable, whether in the state reporting process, whether through the APRM processes and other processes that we have. And that is where the role of the civil society, needs to be emphasized in how we continue to engage these processes. I think that for the most part, and I say this because of my own vantage point at the continental level, there seems to be a disappearance of the civil society at the continental level on many of these issues. There is practically a decimation of the role of the civil society at the continental level on issues relating to this. And I think that there needs to be a lot more engagement than we're having at the moment. Last but not the least, on my part, is that there is no, there is no replacement, for civic action. And we have to continue to organize and mobilize ourselves around some of the networks and the groups and the platforms that we have. Africtivist is one, and many others are also out there. CIPESA and the rest of them are also doing a very good job. So how do we continue to work around, these platforms, these groups, these associations, to begin to get our voices heard in the policy spaces where they matter, and we continue to remain engaged in putting pressure in a multi-stakeholder approach. I think we focus a lot on the executive, because indeed they do have executive powers, which is very broad. However, how do we continue to engage with our parliament, with our judiciary, and the entire security sector, where many of these are used as a cover for ensuring national security and social cohesion? I will leave it at that and say thank you to our colleagues, Sheikh and Aisha, and the rest of the colleagues who have put this together. Merci beaucoup. Merci, merci. Thank you again. Merci. Donc, chers amis, on va clôturer sur ce point. Mais je voudrais redonner la parole à M. Kandji, parce que, encore une fois, le régulateur, je veux juste comprendre je veux juste savoir si M. Kandji a entendu ce que nous citoyens, nous acteurs, nous je ne sais quoi, comme il représente le régulateur ici, africain, pas du Sénégal. Et est-ce que M. Kandji a entendu ces points essentiels? Moi, je suis un homme du peuple, donc je suis un homme du peuple. Mais quand même, sur les axes sur lesquels on devrait davantage travailler, c'est sur, par exemple, la formation. Ça, c'est important. Aujourd'hui, si vous voyez en fait le développement des GAFA, c'est rien d'autre que, comment s'appelle encore, dans une partie des États-Unis qu'on appelle la Silicon Valley. Il y a eu des ingénieurs, des universitaires quand même qui se sont enfermés pour travailler sur l'avenir du monde. Ça, c'est un. Au Sénégal également, la formation, le développement des technologies, c'est dû en partie aux universitaires. Le deuxième point, c'est d'essayer quand même de renforcer les structures étatiques
qui sont en charge du numérique. C'est important. Je dirais par exemple les autorités de régulation, les autorités qui gèrent les données personnelles, les autorités qui gèrent les contenus par rapport à Internet à venir. Parce que moi, je me dis que le véritable défi de l'Afrique à venir, c'est les contenus. Et on verra, Inch'Allah. Et le divertissement, par exemple. Merci beaucoup. Merci encore, merci. On vous remercie. Merci à vous. Merci. Merci.